Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. IUTS, ces 4 lettres, vous en entendez parler beaucoup ces dernières semaines et ces derniers mois. La question, c'est est-ce qu'elles vont constituer les ingrédients du feu d'artifice qui risque de faire exploser la poudrière sociale? Pour le moment, on en est encore très loin. Toutefois, les frémissements sont perceptible. Eh bien, pourquoi? L'IUTS, l'impôt unique sur le traitement des salaires, déjà appliqué sur les primes et indemnités des agents du secteur privé, va l'être maintenant sur celle des agents de la fonction publique. La mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Eh bien, plusieurs organisations syndicales sont opposées à son application. Elles sont vent debout. En face, le gouvernement bande les muscles. Il est déterminé à aller jusqu'au bout de son processus. Allons-nous vers un bras de fer qui pourrait aboutir à une grève générale dans la fonction publique? Ce soir, nous posons le débat et nous posons la question. Qu'est-ce que c'est que l'IUTS? Qui est imposable? Dans quelle proportion? Combien rapporte-t-il aux recettes fiscales? Pourquoi l'a-t-on élargi aux primes et indemnités des fonctionnaires? Qui perd et qui gagne? Nous posons les questions. Autour de cette table, il y a les pour et les contre la mesure d'élargissement. Je m'en vais vous les présenter. À ma droite, Martine Kouda, elle est directrice de la législation et du contentieux à la DGI, la Direction générale des impôts. Madame, bonsoir et merci d'être venue à côté d'elle. Nous avons Guy-Olivier Ouedraogo, il est syndicaliste, secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, porte-parole de la coalition des syndicats libres et indépendants du Burkina. Vous êtes d'accord avec la mesure d'extension. Vous avez fait même des propositions pour son amélioration. On va y revenir tout à l'heure. Et puis à ma gauche, il y a ceux qui sont contre. D'abord, le secrétaire général du SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, Grégoire Traoré. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir. Vous êtes affilié à la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina. À côté de vous, nous avons François Dessal Yameogo, secrétaire général du SINATEB, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base. Vous aussi, vous êtes affilié à la CGTB, la Confédération générale du travail. Messieurs, bonsoir. Madame, bonsoir. Nous allons faire beaucoup de pédagogie ce soir pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Nous allons donc faire l'effort d'employer un langage assez accessible à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément initiés aux expressions et codes purement fiscalistes. Première question pour commencer. C'est quoi l'IUTS? On sait qu'il signifie impôt unique sur les traitements et salaires, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que l'IUTS? Madame Martine Kouda. Alors, comme vous-même vous l'avez dit, l'IUTS c'est un impôt, un prélèvement sur les traitements, les émoluments, les salaires de tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Donc, tout travailleur qui a un contrat, un lien juridique de subordination, normalement, c'est l'IUTS qui est prélevé sur ses revenus. Ça alimente un peu le budget de l'État dans sa totalité et c'est l'un des impôts les plus rentables pour l'administration fiscale. Bien sûr, après la TVA et puis l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est bon, Guy-Olivier Ouedraogo, vous voulez ajouter quelque chose ou ça vous va? N'étant pas fiscaliste, je sais que j'ai été confronté à l'IUTS quand j'ai été recruté à la SONABEL en 1983. Je ne me suis pas beaucoup posé des questions là-dessus. Jusqu'en 2009, ou après ce qu'on a appelé effectivement les émeutes de la faim en 2008, parce que vous vous rappelez qu'il y a eu 3 crises en 2008 qui ont secoué le monde, la crise alimentaire, la crise pétrolière et la crise financière. Bien, le gouvernement avait procédé quand même à une légère amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État sans ceux du privé. Et la solidarité syndicale agissante, il était question de voir un peu aussi comment faire profiter ceux du privé parce qu'effectivement, on avait eu un renchérissement du coût de la vie. Et à l'époque, les débats ont abouti en 2009 à des abattements de l'ordre de 20 et 25%. C'est en ce temps que j'ai cherché un peu à savoir ce que c'était que l'IUTS que je payais depuis des années, depuis que j'ai été embauché. Et finalement, on me l'a un peu expliqué sommairement, comme vient de le dire madame. Merci, Guy-Olivier Ouedraogo. Grégoire, l'IUTS, c'est bon? Ou bien vous voulez ajouter quelque chose? On va venir à l'historique. Hein. Oui, déjà, concrètement, pour poser le décor, l'IUTS, c'est quoi?
Ok, avant de venir à la définition, si vous le permettez, nous sommes quand même en début d'année. Il est important que nous, au niveau du mouvement syndical, quand il y a des cadres, qu'on puisse penser en tout cas aux événements malheureux. Voilà, il y a eu beaucoup de victimes d'attaques terroristes. Donc, en tout cas, c'est l'occasion pour nous ici, voilà, qu'on puisse en tout cas avoir une pensée pieuse à l'ensemble de ces victimes des attaques, mais également à l'ensemble également des victimes et de ceux qui ont porté des politiques antisociales qui ont entraîné en tout cas des pertes humaines dans le pays. C'est fait. Important. L'ITS, qu'est-ce que c'est que l'ITS? C'est fait déjà. Pour revenir maintenant à la définition de l'ITS, voilà, ce qu'il faut d'abord dire, l'ITS c'est un impôt. Et c'est quoi un impôt? Je pense qu'il faut cadrer bien cette définition. L'impôt c'est un prélèvement obligatoire. Et il a pour objectif d'avoir des recettes. Et s'il a produit d'avoir des recettes, c'est un gouvernement qui porte cette politique-là. Voilà pourquoi l'impôt, il est d'abord une question politique et non une question technique. Dans les débats qu'on va faire, il faudra qu'on puisse faire les liens. Si on se limite à faire seulement des débats techniques, nous allons nous tromper énormément. Nous allons aborder des éclairages, mais il faut savoir que c'est un débat politique. Voilà pourquoi on aurait souhaité, si vous suivez dans les pays développés, actuellement en France, ce n'est pas un DG qui vient discuter sur ces questions-là. C'est les ministres, c'est les porteurs de politique qui discutent sur ces questions. Donc si on se limite à faire des débats techniques, je pense qu'on va se tromper énormément. Donc il faudra que dans les débats, nous ouvrons en tout cas une grande page sur ces questions politiques-là, parce que c'est ça qui est la cause de tout ce qui arrive actuellement. Voilà, donc, je voudrais dire cette passion pour en revenir à la définition. Avant de continuer, je voudrais faire une précision. Cette émission, c'est nous qui l'avons organisée. C'est nous qui avons décidé d'inviter les invités que vous voyez autour de la table. Nous savons comment la conduire. Nous allons parler des questions techniques, mais aussi des questions politiques. C'est nous qui conduisons l'émission. C'est nous qui avons invité. Il y aura des émissions où on pourra inviter les politiques aussi, mais c'est nous qui la conduisons. C'est nous qui avons décidé que ce soit ainsi fait. La précision est importante. Continuez sur l'UTS dans nos maintenant. Interventions, on ouvrira des parenthèses là-dessus. Allez-y, continuez sur l'UTS. C'est moi qui dirige le débat. Pour la définition de l'UTS, je pense que ce qu'elle n'a pas ajouté, elle a bien dit que c'est un impôt qui est rentable. Ça, on concède ça. Il faut ajouter que dans son mode de calcul, ce que le mouvement syndical rapproche à l'UTS, c'est qu'il a un caractère un peu injuste par rapport aux autres impôts. Parce que quand on parle de rentabilité, en principe, cet impôt ne devait pas être l'un des impôts les plus rentables. Pourquoi? Parce que dans son mode de calcul, il se distingue des autres impôts. Quand vous prenez par exemple, dans ce mode de calcul, on accorde un abattement de 20 à 25%. On va venir sur ce mode de calcul tout à l'heure. Oui, c'est la définition. Voilà, je viens, vous me laissez terminer, puis vous verrez quelques argent. Donc, on accorde 20 à 25% pour frais et charges. Or, quand vous prenez les autres impôts, tels que l'impôt sur les bénéfices, alors on prend l'ensemble de tes recettes, moins l'ensemble de tes charges, à telle enseigne qu'il peut avoir un déficit. Quand il y a un déficit qui n'a rien à payer, à part des petits minima qui sont imposés. Or, les salariés, l'ensemble de ces charges ne pourrait se résumer à 20 à 25%. Donc, ce contenu il est très important, ce qui fait qu'il y a un impôt qui pèse énormément sur les travailleurs. Et un des chercheurs, Lucien Salal, il disait que l'impôt, l'ITS, le salarié est constitué comme étant le contribuable le plus intégral. Ça veut dire qu'il ne peut pas cacher son revenu. Il est retenu à la source et il est déclaré. Or, la société peut cacher le revenu. On ne peut pas le voir. Donc, c'est des caractéristiques de l'impôt qu'il faut expliquer pourquoi il paye sur les travailleurs et en contrepartie, il est rentable puisque les gens payent sans que ça soit caché. Et le commerçant qui peut réaliser des chiffres d'affaires en termes de milliards, on ne peut même pas l'appréhender. Donc, c'est un élément à prendre en compte dans la définition de l'impôt et dans sa perception. Alors, nous allons passer maintenant à l'historique de l'ITS au Burkina Faso depuis son instauration jusqu'à maintenant. L'ITS a été instauré à quel moment? Pourquoi a-t-on instauré l'ITS? C'est en 1970, si je ne me trompe pas. Pourquoi cette année-là, l'ITS a été instauré? L'historique de l'ITS au Burkina, c'est quoi? Guy Olivier Ouedraogo. Bien, comme je le disais, effectivement, c'est en 2009 quand nous avons eu les débats avec le gouvernement sur la question des abattements que nous avons eu un historique de l'ITS. Et à savoir que c'est pratiquement en 1965 qu'il y a eu effectivement une loi qui effectivement instaurait effectivement un prélèvement sur les revenus des salariés, mais d'une manière extrêmement complexe. Et pour l'harmoniser, en 1970, effectivement, il y a une loi qui harmonisait tout cela, et c'est ce qui fait que la date qui est pratiquement retenue est la date de 1970. Donc, c'est ce que nous avons eu comme explication.
Et pour ce qui est effectivement des différentes améliorations, j'ai parlé de 2009. Après, effectivement, les émeutes de la faim au Burkina Faso. Il y a eu 2011. Aussi, vous savez très bien que 2011, c'était les mutineries et autres. Il y a eu aussi des ajustements qui ont été faits, qui n'ont pas touché le privé à l'époque aussi. Il y a eu effectivement, grâce à l'action syndicale, un abattement de 10%. Et en 2013, il y a eu l'exonération sur les primes et indemnités des retraités, ainsi que une disposition qui disait effectivement qu'on ne peut pas prendre l'UTS sur un revenu qui est inférieur à 30 000 francs. Donc voilà pratiquement un peu l'historique avec les réformes qu'il y a eu lieu. Comme je le dis, effectivement, nous avons essayé d'une manière ou d'une autre pratique de bien comprendre certaines choses. À tout moment qu'on voulait discuter avec le gouvernement sur certaines choses, certaines explications nous ont été données. François Dessal Yaméogo, l'IUTS depuis son instauration en 1970 jusqu'à maintenant, c'est un impôt qui a connu beaucoup d'évolutions. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes étapes, les grandes étapes qui ont marqué l'évolution de cet impôt-là? Merci bien. Avant de revenir sur votre question précise, je pense que vous l'avez dit en introduction, et on est dans un débat et chacun pourrait interagir et puis prendre la parole. Tout à fait. Et j'estime que le tour vient d'être fait et je viens de prendre la parole. Et permettez-moi, au nom du collectif syndical CGTB, parce qu'on est sur un plateau, il y a des milliers de Burkinabés qui sont en train de nous suivre. Donc, au nom du collectif syndical CGTB, et pour ne pas répéter ce qu'il a dit, je voudrais adresser le salut militant à l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays, notamment les travailleurs du public, du privé, du secteur informel. Je voudrais également, parce que l'initiative que vous avez eu à prendre pour un débat spécial et sur la question importante telle que l'UTS, c'est bon qu'effectivement les travailleurs et l'ensemble des couches populaires puissent nous suivre et comprendre depuis 1970 jusqu'à la période actuelle qu'est-ce qui est l'impôt. Et il faut rappeler, parce qu'il y a un certain nombre d'organes de presse souvent qui ne donnent pas l'information vraie à l'ensemble des couches populaires, tendant à faire croire que les travailleurs du public ne payent pas l'impôt. Le gouvernement représenté ici par madame l'a dit, ça fait le troisième impôt le plus rentable dans ce pays. L'UTS. L'UTS. Le troisième impôt le plus rentable au Burkina Faso. Au Burkina. Ça veut dire que les travailleurs du privé comme du public payent l'impôt. Mais le débat aujourd'hui, tel qu'il est posé, ce n'est pas parce que les travailleurs du public ne veulent pas payer l'impôt, c'est tout simplement parce que le gouvernement a pris l'option d'élargir l'impôt, pas sur la base du salaire, mais sur les indemnités et les primes. Pendant que, depuis 2015, le grand frère Guy Olivier est là, et il a signé des documents et qu'il connaît très bien pour dire la revendication du mouvement syndical, c'est de faire en sorte que le poids qui pèse sur le privé, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est les acteurs du privé qui le payent et du parapublic. Nous avons demandé au gouvernement, au regard de la situation du pouvoir d'achat dans notre pays, nous revendiquons qu'on enlève l'UTS là sur les primes et indemnités au niveau du privé. Depuis 2015, c'était pratiquement un accord avec le gouvernement. Il s'agissait de faire et de prendre les dispositions pour que on aille à ça. Mais quand aujourd'hui, 5 ans après, le même gouvernement se retourne pour dire, au nom d'une quelconque équité d'ailleurs, parce que l'équité, vous avez dit qu'on doit parler de pédagogie, on peut en parler. L'équité là, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas supprimer
au privé pour qu'il y ait l'équité. Mais on nous dit aujourd'hui qu'il faut, pour l'équité, impacter l'UTS sur les primes et indemnités au niveau du public afin qu'il y ait de l'équité. Nous pensons que c'est extrêmement grave. Madame, oui, allez-y. C'était juste pour compléter par rapport à l'historique de l'UTS, parce que je vois qu'un peu l'histoire est un peu érodée. Tout à fait. En fait, l'UTS, comme vous l'avez dit, c'est pas en 70, vous l'avez vous-même rappelé, c'est avant 70. On avait les 4 impôts qui frappaient le revenu des contribuables. Vous savez que chez nous, on a un système cédulaire. Chez nous, au Burkina Faso, je vais dire. Donc, chaque revenu, il y a son imposition. Comme pour les entreprises privées, comme pour les entreprises commerciales, vous avez le revenu, les bénéfices qui sont taxés à l'impôt sur les bénéfices, à l'impôt sur les sociétés et tout cela. Donc le revenu des travailleurs est également taxé à l'UTS. Mais le mécanisme était difficile. Donc on a songé, on a calculé, on a évalué et en 1970, ils ont créé le schéma que nous on a aujourd'hui, la forme d'aujourd'hui de l'UTS. Et donc, il y a eu des péripéties, il y a eu des réformes. Et à chaque fois que les pouvoirs publics ont besoin de jouer un peu sur la trésorerie, on module tous les impôts, que ce soit aussi bien l'UTS, que ce soit la taxe sur les tabacs, que ce soit... voilà, c'est ainsi que ça se passe. Donc l'UTS, il y a eu beaucoup de réformes au niveau de l'UTS. On en est encore à une réforme de l'UTS dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Juste... Oui, Après, ok. Ce que je veux ajouter, il est important de noter que la question de l'UTS est intimement liée au mouvement syndical. Toutes les réformes de l'UTS dans ces pays sont des réformes qui sont portées dans les cahiers des revendications des travailleurs. Le gouvernement ne s'est jamais levé un beau matin ou bien un 31 décembre donner un cadeau de Noël aux travailleurs. Et ça, il faut le révéler dans l'histoire. D'abord, son institution. Comme la directrice vient de le relever, il faut rappeler que c'est ma directrice, on est dans le même service. Mais ici, ce n'est pas une question de directeur. Voilà. Donc, en 70, je vous lis l'interview accordée à Sidouaya le 14 février 2014 par le général Timogo Marc Garango. Il disait ceci. À notre arrivée, nous avons trouvé des arriérés qui s'élevaient à des milliards et l'État ne s'y retrouvait pas. L'instauration de cette taxe, faisant allusion à l'UTS, a facilité la tâche aux contribuables et a permis de combler en un temps soit peu les déficits budgétaires. Donc, il y avait 3 cédules d'impôts avant 70, mais il y en a qui étaient annuels. Ils n'étaient pas rentables, ces impôts n'étaient pas rentables. Donc, la modulation a consisté à améliorer les recettes budgétaires. Qui dit amélioration des recettes budgétaires parle de contribution des citoyens. Et les citoyens ici, c'était les travailleurs. Donc, la réforme a consisté à augmenter la contribution des travailleurs. Ça, c'est un. Les réformes qui ont suivi, il a parlé de la prise en charge et la prise en compte des charges professionnelles. Avant là, il n'y avait pas d'abattement. Il n'y avait pas d'abattement. Ces charges-là, c'était en 2002. C'est la revendication des travailleurs. Le taux d'abattement était de 10 à 15%. On a fait la revendication. Qu'est-ce qu'on appelle abattement? Taux d'abattement, c'est quoi? Voilà, ça veut dire que quand on prend les salariés, ce que j'ai dit dans l'introduction, on considère que les charges qu'ils supportent là, c'est combien? On lui fait un abattement de 10% pour charge. Je vous ai dit, quand c'est une société, on prend ses recettes, moins toutes les charges. Pour l'employé, on considère qu'on ne va pas déduire toutes ces charges. Parce que si on devait déduire les charges alimentaires, les charges de santé, les charges de scolarité, les travailleurs seraient en négatif. Donc l'État dit, on va te faire une diminution des charges à 10%. Forfaitairement. Okay. Donc on a fait la revendication. Ce n'est qu'en 2009 que l'État a accepté d'augmenter l'abattement, la réduction de 20% pour les cadres supérieurs et 25% pour les cadres inférieurs. La revendication a continué parce que l'UTS pèse toujours. En 2013, le mouvement syndical a pu obtenir l'exonération des indemnités de départ à la retraite. Parce que même ça, c'était frappé. On va revenir sur le cas actuel de nos UTS. Donc, si on a pu exonérer en son temps l'indemnité de départ à la retraite, rien n'empêche d'exonérer les autres indemnités. Ensuite, les revendications ont continué. En 2011, il y a eu un abattement de 10% sur le montant de l'impôt. C'est-à-dire que quand on calcule les taux qu'on applique là, on a diminué le seuil de ces taux-là de 10%. Là encore, c'était pour alléger. Les revendications ont continué. Ensuite, en 2013, on a dit d'exonérer carrément les CIMIC.
Donc de 0 à 30 000, c'est un taux de 0% qu'on met dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un CIMIC là, il ne paye pas d'UTS. C'est la revendication du mouvement syndical. En son temps, le gouvernement avait dit que si on exonère le CIMIC, l'UTS là allait perdre son sens, les recettes là allaient tomber. Quand on a exonéré, les recettes n'ont pas diminué. Ensuite, en 2015, c'est le mouvement syndical qui a revendiqué qu'on puisse imposer les indemnités parlementaires. Et ce n'est que sous la transition, on a pu avoir l'impôt. Et ils ont pris la loi, mais eux-mêmes n'étaient pas imposés. Ensuite, les députés. Les députés, ils n'étaient pas imposés. Ce n'est qu'en 2015 que les émoluments ont été imposés. Les revendications ont continué, puisque l'UTS pèse toujours sur les travailleurs. C'est pour ça qu'on a demandé l'exonération de l'UTS sur les primes et indemnités des agents du privé et des parapublics, comme ceux du public. Et l'État, cette revendication date en 2000, depuis avant 2015. Et quand vous prenez le communiqué final de 2015, le gouvernement, comme il a dit, s'était engagé à exonérer ces primes et indemnités. Et lors des débats, le colonel Yacouba Isaac Zida, le premier ministre en son temps, avait même dit publiquement que lui ne comprenait pas pourquoi on devait imposer ça dans les privés. Il a fallu qu'un de ses ministres délégués vienne souffler à ses oreilles que non, de ne pas prendre l'engagement parce qu'il y a un risque. Il a donc dit qu'il faut mettre en place un comité pour l'étude. C'était un comité d'étude pour l'exonération et non pas pour la généralisation. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur ces débats. C'est pour vous dire que quand on prend l'historique sur l'UTS là, il est intimement lié. Je ne parle pas d'autres pays, mais au Burkina, c'est le mouvement syndical qui a apporté ça. C'est la précision que je voulais apporter en attendant qu'on continue. Madame sur Kouda, la suite. quand on prend la loi qui instaure l'UTS, cette loi-là englobe et les primes et les indemnités du secteur privé et du secteur public, originalement. Comment se fait-il qu'à un moment donné, les travailleurs du secteur public ont vu leurs primes et indemnités exonérées de l'UTS? En fait, si vous vous rappelez, dans le dispositif avant 2017, il n'y avait pas d'exonération express. Quand j'ai rappelé les indemnités, les revenus sur lesquels il y a l'UTS, j'ai oublié de vous dire que sur les avantages en nature, il y a également l'UTS, sur les primes et autres. En fait, il n'y avait pas une exonération express dans le dispositif. C'était le fait que les fonctionnaires, les agents du public n'étaient pas imposés. Mais là, ça a été réaffirmé en 2017 que les avantages, les indemnités, pardon, parce que les avantages en nature, je précise bien, c'est imposé au niveau du privé. Et les indemnités au niveau du privé. Mais la loi prévoit que les avantages en nature au niveau du public ne sont pas imposés. Ça, c'était dans la loi. Mais en 2017, on a précisé que les indemnités, aussi bien au niveau du privé qu'au niveau du public, sont maintenant imposables. En fait, c'est une réaffirmation du dispositif. Sinon, il n'y avait pas une exonération express qui était prévue dans le dispositif pour les avantages, les indemnités de ceux du public. Donc, le dispositif original, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire il y a l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, et on cite les revenus qui sont passibles de cette imposition. Et là-dedans, vous avez les indemnités qui sont imposables. Donc, dans le dispositif original, les indemnités et primes des agents de la fonction publique sont imposables. Normalement, c'était imposable. Mais comment se fait-il que pendant plusieurs années, ça n'a pas été fait? Vous vous rappelez, quand on va revenir sur le mécanisme de détermination ou les modalités de détermination, vous verrez qu'il y a un moment donné où les indemnités vont échapper à l'imposition du fait de l'exonération partielle que nous allons voir. Donc, on n'avait pas au niveau du public des indemnités qui atteignaient certains montants pour l'imposition. Et donc, de fait, les indemnités n'étaient pas imposées. Et c'est parti comme ça. Mais par la suite, les indemnités ont augmenté. Et maintenant, ont atteint on a le seuil. affirmé maintenant le principe de l'imposition au niveau du Code général des impôts à l'Assemblée. Alors, on va... En 2017. En 2017, à partir de 2017. Alors, Je ne suis pas d'accord sur oui, ça. mais je dis, si on n'est pas d'accord, vous pouvez prendre... Allez-y. Ok, Si donc... on n'est pas d'accord, voilà, on va revenir. Il va réagir rapidement à ce qu'elle a dit. Et puis, on revient à vous, Guy Olivier Ouedraogo. Je ne suis pas d'accord. Comme j'ai dit, l'histoire de l'UTS, là, le mouvement syndical le maîtrise parfaitement. Comme j'ai dit, le fait qu'on porte ces revendications... Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? D'abord, quand elle dit que c'est parce que les seuils d'imposition, là, n'étaient pas atteints du fait de l'exonération. Ce n'est pas exact. On connaît les émoluments des ministres. Quand vous prenez, on reviendra sur les seuils, quand vous prenez, on parle de l'indemnité de logement.
Jusqu'à 50 000, la loi dit que c'est exonéré. La plupart des agents publics, la majeure partie, c'est jusqu'à 50 000. Mais il y en a qui dépassaient ça. Les textes sont là, les présidents d'institutions, les ministres, ils dépassent largement les 50 000. Ensuite, quand on applique les 20% du salaire de base, la plupart des agents publics devaient être imposés. Ça veut dire que celui qui a 200 000, quand il fait 20%, la loi dit que c'est tout 40 000. Donc c'est les 40 000 francs qui devaient être exonérés et non 50 000. Donc si on appliquait la loi, les agents publics devaient être imposés. Maintenant, ce que j'ajoute, pourquoi ce n'était pas imposé? Revenons à la définition de l'indemnité. C'est quoi une indemnité? Une indemnité, c'est des frais pour faire face à un dommage donné, de façon littérale. Donc ça veut dire que ce que l'État révère aux agents publics là, c'est comme des frais de dommagement. Dans le temps, quand on prend, depuis 70, l'État devait loger la plupart des agents publics. Dans les CSPS, les agents de santé étaient logés. Dans les écoles, ils étaient logés. Donc lorsqu'il est logé, l'État ne te donne pas une indemnité. Mais en contrepartie, celui qui n'est pas logé là, on lui verse une indemnité. Donc la loi a dit que les avantages en nature de l'État là, c'est exonéré. Donc on ne peut pas, toi, te loger, dire que tu ne payes pas. Moi qui n'ai pas eu un logement, on me donne une indemnité de dédommagement et puis on impose. Ça devient injuste. Donc pour nous, au niveau du mois Sénégal, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas appliquer cette double loi. Des ministres qui sont logés ne sont pas imposés parce que ce qui est au niveau du privé, quand un DG a un bâtiment, on évalue et puis on l'impose. Donc au niveau du privé, quand un directeur général est logé par peut-être son conseil d'administration, on évalue et il est imposé. Au niveau du public, la loi dit que c'est exonéré. Ce qui fait que celui qui a un bâtiment ou un véhicule là, il n'est pas des fonctions, il n'est pas imposé. Inversement, toi qui n'en as pas eu, on te donne une indemnité compensatrice. Donc pourquoi imposer deux sujets des mêmes catégories à des situations différentes? Donc nous pensons que pour nous, ce qui justifie qu'on ne peut pas appliquer cette iniquité au niveau de la fonction publique. Donc ce n'est pas lié au fait que c'est parce que des gens avaient des rémunérations qui sont faibles. Non, je tenais quand même à préciser quelque chose avant qu'on passe. Et puis après, je n'ai pas dit que le fait, on n'a pas imposé parce que tout simplement, toutes les indemnités étaient faibles. J'ai dit que c'est parce que vous m'avez demandé originellement qu'est-ce qui a amené le fait de ne pas imposer l'UTS. J'ai dit que le problème ne se posait pas trop du moment où certaines indemnités échappaient déjà à l'UTS, à l'imposition. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il dit c'est exactement vrai, mais il ne faut pas oublier, nous, on a des fonctions, comme il a pris l'exemple, je prends l'exemple des gouverneurs, je prends l'exemple des préfets, que c'est quand même de prestige. On tient à ce qu'ils soient dans des logements décents. Par rapport au salaire de base, il n'y a pas de commune mesure. Si on demande le calcul de la même chose que dans le privé, je ne pense pas que ce soit évident. Mais moi, je parle de l'égalité. Parce que vous m'avez demandé, est-ce que c'était imposé dans le code des impôts? Je dis non. D'accord. Dieu-Olivier Ouedraogo. Bien, je voulais réagir justement sur ce que le camarade Yamao disait par rapport effectivement aux conclusions de la rencontre du gouvernement de 2015. Heureusement que le camarade Traoré a précisé. Et effectivement, il y a eu des échanges, beaucoup d'échanges, mais dans le communiqué final, c'est plutôt un comité que nous devions mettre en place. Et pour pouvoir effectivement réfléchir sur cette question de l'UTS. Et à la sortie, effectivement, de la rencontre gouvernement-syndicat en 2016, j'étais effectivement le président de l'unité d'action syndicale. Nous avons mis en place le comité qui devait discuter avec le gouvernement. Et j'avoue que ne connaissant pas très bien ce qui se passait au niveau de la fonction publique et autres, nous n'avons pas hésité, en tant que président de moi, mon conseiller et puis mon vice-président, et après avoir effectivement envoyé nos techniciens, de faire appel à M. Kirakoya, qui est du SNAID, je crois bien, du syndicat national des agents des impôts et du domaine. Et c'est sur cette base que nous avons eu à discuter. Et il a analysé la situation froidement avec les techniciens qu'on avait envoyés. Et c'est ainsi effectivement qu'est arrivée l'idée de pouvoir relever au niveau effectivement de l'UAS. On avait arrêté l'idée de relever effectivement le seuil d'imposition et de pouvoir effectivement l'appliquer à tout le monde. Certains ont dit, bon, on l'accepte comme ça, mais dans la conclusion des documents, mettons quand même que tel n'était pas
notre doléance. Donc, voilà à peu près comment l'évolution s'est faite dans un premier temps au niveau, effectivement, de l'UAS. La première position de l'UAS, et ça, je l'ai dit, j'étais président de moi, je connais pratiquement tous ceux qui ont participé à cette réunion. Je crois que devant l'histoire, personne ne peut se débiner pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. C'est cela qui était la première position de l'UAS. Après, elle a évolué. Oui, François Dessalles. Merci bien. Je voudrais rassurer Madame la directrice que les prestiges, là, on les connaît bien. Il faudrait que, quand on est dans une république, dans un état de droit, qu'on ait le courage de respecter les agents publics. Quand vous me parlez de préfet, de haut-commissaire, de gouverneur, des députés, du chef de l'État lui-même, j'apprécie. Mais il représente quoi en dehors des agents publics qui sont dans tous les recoins du Burkina Faso? Quand vous prenez un enseignant, quand vous prenez un agent de santé, quand vous prenez les travailleurs de l'élevage au niveau de l'agriculture, ils n'ont pas besoin de prestige. C'est de ça qu'il est question quand on veut parler d'équité et de l'égalité. C'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens burkinabés puissent vivre avec un minimum de dignité et de respect. Et c'est de là qu'il est question. Quand je prends le cahier de doléances de 2017, le premier point, 1. Augmentation des salaires et pensions de 25% pour tous les travailleurs pour compter de janvier 2017. Ça, c'est le cahier de doléances du mouvement syndical, signé, bien évidemment, par le camarade Olivier Guy Ouedraogo, secrétaire général. C'est dans le contexte où, effectivement, la question de l'UTS était toujours posée. Mais, au lieu d'aller impacter, élargir l'UTS sur les indemnités et les primes des travailleurs, on demande une augmentation de salaire en lien avec le pouvoir d'achat dans ce pays. Au lieu de traiter la question, on nous ramène dans des histoires d'aller augmenter des questions d'UTS sur les primes et indemnités. De façon... On va évoluer. On va évoluer. Jusqu'ici, on va évoluer. De toute manière, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. On aura l'occasion de revenir. Il faut qu'on évolue. Comme on le dit, on va revenir. Moi, je suis pragmatique. On va revenir. Voilà, on va revenir sur ça. On va évoluer. Jusque-là, on a fait beaucoup de théories. Non, les indemnités, les avantages en nature dont je parle, je n'ai pas lié ça au prestige. J'ai dit que ça constitue, puisque vous m'avez demandé de rester sur le plan légal, ce qui est imposé. C'est ça, j'ai dit que ça constitue une part essentielle de certaines catégories de personnes, notamment ceux du commandement. Et c'est là que j'ai pris l'exemple. Voilà, pour dire que les avantages là, en nature qu'on va les servir, il n'y a pas de commune mesure avec le revenu pour qu'on puisse. J'ai donné juste l'explication par rapport aux avantages en nature qui ne sont pas taxés dans le public. On va préciser tout cela en allant un peu plus dans la pratique. On va évoluer pour parler maintenant du calcul de l'IUTS, de ce qui est imposable. Quels sont les revenus qui sont imposables? D'abord, que dit la loi aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui 12 janvier 2019. La loi, qu'est-ce qu'elle dit sur les revenus des travailleurs qui sont imposables, aussi bien dans le privé que dans le public? Madame Kouda. En fait, on impose tous les revenus des salariés. Vous allez prendre les traitements, les salaires de toute nature, aussi bien pécuniaires que les avantages en nature. On impose les indemnités, on impose les primes, on impose les gratifications. Maintenant, on prévoit des exonérations à côté. Et c'est là on a les les allocations familiales et tout ce qui suit,
les primes pour les retraites et tout cela. Et à côté, on a les exonérations partielles. Sur les indemnités, on prévoit que de manière partielle, ces indemnités ne seront pas frappées totalement d'exonération. Et c'est là l'objet de la réforme, de la loi de finances de cette année. Cette année? Oui. Et concrètement, quels sont les chiffres? Pour les indemnités partielles, avant, si vous vous rappelez, on avait 20% du salaire brut, vous ne devez pas dépasser, puisqu'on a 2 seuils, et 50 000 francs pour les indemnités de logement. Ensuite, on a progressé cette année jusqu'à 75 000 francs pour le relèvement. Pour les indemnités de fonction, on avait 5% de salaire brut sans dépasser 30 000. Cette fois-ci, on a relevé le seuil des exonérations. Je rappelle bien que c'est le seuil des exonérations, mais pas de l'imposition. Parce qu'il y a un peu une petite confusion qui se fait. C'est le rehaussement du seuil des exonérations. Pour les indemnités de fonction, on va jusqu'à 50 000. Et ensuite, pour les transports, on va 5% du salaire brut. Ça, c'est la première limite que vous calculez. Et vous ne dépassez pas 30 000 francs pour l'impôt, l'exonération. Voilà un peu comment on fait le calcul de l'UTS. Ensuite, on a des allègements, mais ça, c'est vraiment pour les charges de famille. On essaie de diminuer ça, de l'UTS que vous avez calculé. Les allocations familiales? Non, la charge de famille. Ça veut dire, si vous êtes marié, vous avez des enfants, on prend le nombre de vos enfants, 3, plus une autre charge pour le conjoint non salarié, et on diminue votre UTS net d'un pourcentage selon le nombre de charges que vous aurez. Donc si j'ai beaucoup d'enfants, mon UTS avant, si vous aviez beaucoup d'enfants, c'était bien, jusqu'à 7, mais maintenant, on a diminué les charges à 3 enfants plus un conjoint non salarié. Okay. Donc maintenant, si on a beaucoup d'enfants, ça ne diminue pas forcément. Hein? Pas forcément. D'accord. Je pense que ce qu'il faut retenir, je reprends par les derniers mots qu'elle vient de dire, il faut rappeler qu'on a rappelé l'historique de l'UTS. Le mouvement sénégal s'est battu, il y a eu des allègements. Malheureusement, ce qu'on a constaté depuis l'arrivée du pouvoir MPP, c'est le contraire. Toutes les mesures qui sont prises là, c'est de désaxer l'UTS et augmenter la charge. Le cas des abattements pour charge et des familles, notamment si quelqu'un qui a des enfants, l'abattement qu'on fait, avant c'était cette charge. C'est-à-dire que quand on calcule l'UTS à payer, en fonction du nombre d'enfants, y compris le conjoint, on te fait un abattement. C'était 7. En 2018, il se retrouve à l'Assemblée au motif, c'est pas qu'elle n'a pas donné le motif, au motif de la promotion de la planification familiale, qu'il faut encourager les gens à faire moins d'enfants. Ils abattent ce nombre de charges-là de 7 à 4. Toutes choses qui diminuent, qui viennent augmenter la charge d'UTS de certains. En quoi est-ce que moi, si je vais faire mes 14 gosses, c'est mon choix? Je rappelle que les pays comme le Mali à côté, ils sont jusqu'à 13, 14 charges pour déduction. Si nous, on vient, on a 7, au lieu de multiplier par 2 pour aller à 14, on diminue à 4. Deuxièmement, la réforme qu'ils viennent de proposer, les abattements, elle dit. Bon, ça m'étonne qu'elle dise qu'on a augmenté jusqu'à 75. On reviendra dans la pratique là pour voir l'augmentation là. À quoi les gens vont, ça bénéficie à quoi? Les gens gagnent quoi exactement? J'entends là-bas quand on va arriver, qu'on nous dise les gens vont diminuer leurs impôts jusqu'à... Là, on va se comprendre. Sinon, ce qui a été proposé, ce n'est que pour amuser la galerie. Parce que dans ces propositions, au même moment, le montant de l'UTS là sera multiplié par N. C'est-à-dire les recettes de l'UTS seront multipliées par N. On reviendra sur les chiffres. Donc, il y a 2 limitations. La loi dit que c'est pour le logement, c'est 20% sans excéder 50 000. Ils ont relevé à 75 000. Ils n'ont pas touché aux 20%. Je prends un exemple. Sur les 200 000. Celui qui a 200 000 francs de salaire brut... Un individu qui a un salaire brut de 200 000 francs CFA. On fait 20% de 200 000. Ça fait 40 000. On met ça à côté. On prend supposons qu'il a une indemnité de logement de 50 000. C'est les 40 000 francs qui seront exonérés. Même s'il élève son indemnité de logement là, jusqu'à 75 000, ça ne le profitera pas parce qu'il est bloqué à 40 000. Est-ce que vous comprenez? Donc les 20 000 là te bloquent. On peut élever même l'exonération jusqu'à 1 million qui ne va pas en profiter. Donc voilà pourquoi je dis c'est pour amuser la galerie. On prend un deuxième exemple. Sur l'indemnité de fonction. La loi dit que c'est 5% du salaire brut sans dépasser 50 000. C'était 30 000 et ils ont relevé à 50 000. Quand il fait 5% de 200 000, ça fait combien? 10 000 francs. Donc c'est 10 000 francs qu'il peut avoir comme exonération. Le fait de relever de 30 000 jusqu'à 50 000, ça ne te profite en rien. Même si on veut, on peut relever de 30 000 jusqu'à 1 million.
ça ne te profitera en rien, qui est bloqué à 10 000 francs. Le transport aussi, c'est 5% du salaire brut sans dépasser 20 000. Elle dit qu'ils ont relevé jusqu'à 30 000, qui ne peut avoir une exonération de 10 000 francs. Même s'il veut donc enlever jusqu'à 1 million, ça ne te profitera en rien. La question, en quoi est-ce que ce relèvement-là profite aux travailleurs? On y reviendra avec les chiffres. Oui, je voudrais renchérir sur les propos de la directrice. Et heureusement que c'est elle-même qui dit qu'ils ont réduit les charges. Et au lieu de 7, ils sont venus à 4. On ne peut pas expliquer ça à un travailleur aujourd'hui. Elle s'est appuyée sur la question des indemnités pour dire, par le passé, dans le secteur public, et les gens étaient de fait exonérés. Parce que leur indemnité, là, n'atteignait pas les seuils fixés pour certains par la loi. Mais les indemnités, là, comme il a dit, Traoré, dès le départ, que ce soit la question de l'UTS, que ce soit la question des indemnités, c'est les travailleurs qui se sont battus dans tous les secteurs d'activité pour leur amélioration. Pourquoi ils se battaient pour ça? Pour que, à un moment donné, vous constatez que les indemnités maintenant sont à un niveau donné où vous devrez aller percevoir des ressources. Mais il y a des indemnités que des agents, des travailleurs se sont battus jusqu'à l'heure actuelle, qui ne sont même pas mises en œuvre. Ils ne l'ont pas. Quand je prends la question du protocole d'accord de la CNCE, l'ensemble du secteur de l'éducation, les travailleurs n'ont pas encore leur indemnité. Et c'est au même moment, vous êtes prompts à aller calculer de l'élargissement sur leurs différentes indemnités. Nous, ça nous posait un sérieux problème. On va être encore plus concret ce soir. Moi, je prends la nouvelle loi. Voici ce qui est écrit. Article 106, je commence par au début. Ne sont pas soumis à l'impôt. Dans les limites ci-dessous, les indemnités de logement, de fonction et de transport. 20% du salaire brut sans excéder 75 000 francs CFA par mois pour l'indemnité de logement. Cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Madame Kouda. Exactement. J'ai 475 000 francs de salaire. Un exemple. On dit, la première limite, il ne faut pas que ça dépasse... C'est mon salaire brut, hein, oui, 475 000 francs. La limite dit, il ne faut pas que ton exonération... Votre vrai salaire? Pardon? Votre vrai salaire? Non. D'accord, un exemple. Okay, allez-y. Un exemple. 20% de mon salaire brut doit être élargi, c'est-à-dire exonéré d'impôts. Et ça ne doit pas dépasser les 20%. Donc, si vous prenez, si moi j'ai 23 400, comme obéissant à la limite, mais je peux être exonéré de la totalité des 23 400 juste parce que ça ne dépasse pas l'autre limite qui est de 75 000. Qui était de 50 000 avant, qui monte à 75 000. Imaginez si j'avais une indemnité qui, mon salaire brut, là, quand je prends la première borne, et que je suis dans la fourchette de 75 000, là. Mais ce sont les 75 000 qui sont exonérés. Je ne comprends pas du tout pourquoi on me dit que le rehaussement du seuil de l'exonération, juste parce qu'à la première borne, la deuxième borne ne profite pas. Et puis moi, je voulais quand même qu'on se rappelle que la DGI, s'il vous plaît, pour que le débat puisse bien se poursuivre, c'est le bras technique du gouvernement. Nous, on traduit la politique. Quand vous me demandez de vous dire ce qu'il y a dans la loi, moi, je vous donne ce qu'il y a dans la loi. C'est ce que vous avez demandé, d'expliquer un peu à toute la population comment on impose l'UTS. Mais maintenant, toutes les motivations, toute la politique fiscale est guidée. C'est vrai que je représente le gouvernement, mais quand même, je ne suis pas à mon jugement dernier. Je peux quand même me permettre d'expliquer le dispositif sans avoir à justifier tout ce qui sous-tend cela. Tout à fait. J'avoue que moi, je ne comprends pas encore bien. Il faut que, si je ne comprends pas, j'estime que peut-être que la plupart des téléspectateurs ne comprennent pas aussi. Il faut qu'on comprenne bien cette affaire. C'est-à-dire que quand on dit sans excéder 75 000 francs CFA par mois pour l'indemnité de logement, ça veut dire quoi? Si mon indemnité de logement est de 70 000, l'UTS ne s'applique pas sur mon indemnité de logement. Est-ce que c'est comme ça que c'est ce que ça veut dire? Oui. C'est ce que ça veut dire. Je vais reprendre, et peut-être une dernière fois, parce que, comme j'ai dit, voilà, moi je préfère qu'on parte des questions concrètes pour voir après comment ça suffit. Je reprends l'exemple. On vous a dit que c'est une double limitation. D'accord. Vous voyez? J'ai pris l'exemple sur les 200 000. Je prends l'exemple maintenant sur quelqu'un qui a 1 million de salaire brut. Si qu'il fait 20% de 1 million,
ça fait 200 000. La loi lui permet d'exonérer au maximum 75 000. Voilà. Lui, il va en profiter. Voilà, mais quand on prend une loi, ce n'est pas pour ceux qui ont des salaires de 1 million. Je rappelle que dans la fonction publique, près de 95% des agents ont des salaires qui ne dépassent pas les 300 000. Mais dites-moi, est-ce que vous avez bien compris l'exemple? Est-ce que vous avez bien compris l'exemple qu'il a donné? Est-ce que 75 000 francs sont, oui ou non, exonérés du fait du relèvement du seuil de l'exonération en 2020? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est pour une partie des travailleurs? Je vais finir. J'ai dit, on va venir aux chiffres. Oui. Le relèvement qui est fait, lorsque des gens ont des salaires importants, ils vont avoir une légère diminution. Ça veut dire que j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a 1 million. Si vous prenez 20%, ça fait 200 000. Donc lui, il peut bénéficier du rehaussement de 50 000 à 75 000. Et quand on dit rehaussement, là, ça ne veut pas dire qu'il a son UTS qui diminue de 25 000. Hein. Ça veut dire 50 000 à 75 000, ça fait... c'est 25 000 si je me trompe. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est l'UTS qui diminue de 25 000. C'est la masse du salaire auquel on doit appliquer maintenant le taux d'impôt. Voilà. Donc lui, il va bénéficier. Celui qui a un salaire, par exemple, de 1 million, s'il a un logement, une indemnité de logement qui atteint 75 000, lui, il en profite. Mais combien? Je ne prends pas l'exemple de ceux qui ont des hauts salaires. Nous, quand on fait la revendication, on cherche d'abord à protéger les gens qui sont les plus faibles. Et j'ai dit, dans la fonction publique, tout comme dans notre privé même, parce que quand vous prenez le privé, à part aujourd'hui, certaines institutions, certaines grandes structures, la plupart d'entre eux, il y en a qui ne paient même pas les SMIC à leurs travailleurs. Donc, dans la fonction publique, près de 80 à 90% des agents ont des salaires qui ne dépassent pas 300 000. Donc, ce relèvement-là ne profite en rien à ces agents publics-là. Même dans les privés, je pense qu'elle est là. La DGI peut faire une étude, nous dit aujourd'hui dans les privés, quelles sont les structures qui payent des indemnités qui dépassent les 50 000 dans les privés. On peut faire le point et puis faire la balance. Pour vous, les 75 000 n'ont aucun impact. Je dis, ça le relèvement du seuil de 50 000 francs. On reprend, on dit que ça a un impact, mais un impact très insignifiant pour ceux qui ont des salaires élevés, qui ont des hauts revenus. Donc il faut qu'on le précise. Ça a un impact pour des gens qui ont des salaires qui ont des hauts revenus. Et les bas salaires? Les bas salaires, pratiquement, ça ne touche pas. Voilà. Et ils n'auront aucun impact. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Vous voulez savoir si effectivement, quand on a rehaussé les seuils d'exonération, ça profite à quelqu'un. Je vous ai parlé du schéma de l'UTS. Quand à charge égale, à salaire brut égal, on a le même UTS. Mais dès qu'il y a une modulation, c'est évident, on ne pourra plus avoir le même UTS. C'est ce que je vous dis. Je dis, moi, je ne suis pas sur ce plateau pour expliquer ce dont souffre peut-être la plus grande masse. Moi, j'explique ce qu'on a fait comme réforme en 2020. Vous avez dit que vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a fait. J'ai dit qu'on a rehaussé. Si moi, par exemple, il n'y avait pas le rehaussement et que moi, mon indemnité de logement devait être taxé dans l'ancien mécanisme, selon l'ancienne disposition. Ce qu'il dit, c'est que ce rehaussement ne profite pas à une grande partie des travailleurs burkinabés qui ont des salaires peut-être moyens, mais des salaires bas. Est-ce que vous, techniquement, quand vous faites le calcul, est-ce que ce qu'il dit est juste? Toutes les statistiques ne sont pas ici, hein, parce qu'on peut le dire autant, mais pour moi, c'est selon le salaire brut de la personne. Selon vos chiffres? C'est selon le salaire brut de la personne. La grande masse ne sera pas impactée négativement. L'évolution est vraiment modulée. Pour moi, ma part... Est-ce que cette grande masse sera impactée positivement? Impacté positivement par la réforme, il faut que ça dépende de son salaire brut. Si votre salaire brut n'est pas élevé, si on fait la limite, vous resterez toujours exonéré au niveau de l'indemnité de logement. Vous ne serez pas taxé. Quand vous n'êtes pas taxé, c'est un avantage quand même. C'est au niveau des fonctions que vous pourrez être taxé. Mais déjà, au logement, vous n'êtes pas taxé. Ce n'est pas un avantage, ça. Si. Mais pour la grande masse. Parce que nous, au niveau du public, on a combien comme notre logement? En tout cas, pour ce qui me concerne particulièrement, je vois qu'il y a l'exonération. Je souris déjà. Je vais donner quelques chiffres. Au niveau du mois Sénégal, nous faisons toujours des études. Ça m'étonne qu'au niveau du gouvernement, qu'on prenne une réforme et qu'on n'ait pas fait une étude et des chiffres. Et c'est ça, nous reprendrons au gouvernement. Ils ont fait une étude. Il y a une lettre ici qu'ils ont dit confidentielle qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Signée par la lettre a été instruite par le directeur général des impôts et précisément par les services de la direction de la législation et du contentieux, dont la directrice est là, assise ici. La lettre dit quoi? Lorsqu'on va mettre en œuvre les réformes, les propositions, l'UTS par mois va passer de 1 milliard, 475 000
à 2 972 000 par mois au niveau de ceux qui émarrent à la solde. C'est 1 475 000 à 2 975 000, soit un gain par mois de 1 496 000 francs par mois. Et ça va soit une augmentation de 101,40% quand on va mettre en œuvre la réforme. Ça veut dire que le montant de l'UTS va doubler. Est-ce qu'on peut faire une réforme pour soulager quelqu'un et le montant va doubler? Ensuite, il précise que les parts individuelles vont passer de 0% à ceux qui n'ont pas d'indemnité. Ça, c'est une hypothèse parce que nul, à la fonction publique, tout le monde a des indemnités. À pratiquement 198 185 francs en valeur absolue pour certains. Soit une augmentation de 227%. La lettre est là. Est-ce que, en dehors des aspects techniques, ce qu'on est en train de lire dans la loi là, dites-moi si on peut faire une réforme pour pouvoir doubler les recettes. On a fait les stimulations. Moi, ici, agent des impôts, j'ai appris à calculer l'UTS. Il y a un logiciel, il y en a qui ont dit qu'il faut 10 étapes pour calculer l'UTS. Si on projette ça ici, on met ton salaire, tout aussi, ça donne le montant. Alors, la réforme dit quoi? Pour les agents publics, si on applique, malgré le relèvement qu'ils disent là, les plus petites catégories vont avoir des l'UTS augmentés de 992 000 francs pour les catégories E. Soit en moyenne 1000 francs, on peut arrondir. 992 francs. Pour les catégories E, des gens qui ont des salaires qui ne dépassent pas 75 000 francs. Pour des gens qui ont des salaires qui ne dépassent pas 75 000 francs, la catégorie l'UTS E va augmenter de 992 000. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir une diminution des salaires. 992 francs. Voilà, ça veut dire qu'ils auront une diminution de leur salaire de 1000 francs en moyenne. Okay. Ça, c'est les plus petites catégories. Les catégories E, C vont avoir une augmentation de leur ITS, c'est-à-dire une diminution des salaires de 4 746 francs. C'est des exemples qu'on a pris avec des échelons bien précis. Les catégories B, ils auront une diminution de 6 900 en moyenne. Une diminution des salaires. Des salaires. C'est-à-dire une augmentation de leur UTS. Catégorie A, une diminution de 10 000 francs en moyenne. Ça, c'est la catégorie inférieure A. Catégorie P, 2. Et catégorie U d'abord. Ça veut dire quand on prend par exemple l'exemple d'un médecin, ils auront une diminution de salaire de 35 000 en moyenne. Les catégories P2, ça veut dire si on prend l'exemple par exemple, encore les magistrats en fonction de leur grade élevé ou encore un professeur, ils pourront avoir une diminution de salaire de 93 000. Et les catégories P1 pour les professeurs d'université auront une diminution de salaire de 175 000 francs, ce qui est conforme à la lettre que la DGI a écrite. Par contre, au niveau du privé, là où il dit que ça va les soulager, on a aussi fait les calculs, de 1 franc, parce qu'il n'y a pas de zéro salaire, de 1 franc de salaire jusqu'à pratiquement 500 000 francs, quelle que soit la modulation qu'il fait au niveau des indemnités, il n'aura aucune diminution en matière d'UTS. Les téléspectateurs nous suivent, si ceux qui ont des logiciels de calcul d'UTS, ils peuvent déjà commencer à publier. Reprenez cette phrase-là. De 1 franc de salaire jusqu'à pratiquement 500 000 francs de salaire dans le privé, quelle que soit la modulation à l'intérieur de tes indemnités-là, logement, 100 000, fonctions, qu'il n'aura aucune diminution sur l'UTS à payer. Ensuite, ceux qui auront la diminution maximale, même s'il y a 5 millions de salaires, c'est autour de 10 000 francs en moyenne. Maximum 13 300 en gros, grand maximum. Donc, voilà les chiffres qui sont là. Et comme c'est l'occasion, je pense que les gens nous suivent, chacun peut calculer et puis pouvoir donner en tout cas un démenti. Le mouvement syndical a fait ce travail et nous sommes prêts à verser ça au niveau de la partie gouvernementale. Madame, est-ce que au niveau de la Direction générale des impôts, ces chiffres-là, est-ce que vous les avez, est-ce que vous les contestez ou vous n'avez pas du tout fait de prospection, de calcul? Là, je vais peut-être vous décevoir parce qu'on ne prend pas une mesure sans faire l'évaluation. Ça, c'est la technique fiscale. Oui. Voilà. Au niveau de l'administration fiscale, comme je l'ai dit, nous sommes le bras technique du gouvernement. Quand le gouvernement pense une politique fiscale, nous, on transcrit ça en texte. Et comme il a lui-même dit, vous avez vu qu'il a sorti une lettre confidentielle au niveau du ministre qu'on a eu à faire. C'est pour dire que les études sont tout le temps faites. On module tout ce qu'on fait et même après la mesure.
même après la mesure, vous verrez qu'on va sortir des institutions administratives pour montrer l'application, pour voir comment on peut... Est-ce que ces chiffres-là, vous les avez? Ça, ce sont les chiffres de M. Traoré que je n'ose pas contester parce que de la manière dont c'est dit... Excusez-moi d'insister, parce qu'il a fait une démonstration avec des chiffres. On estime que la Direction générale des impôts... Franchement, je me réserve sur ces statistiques parce que je n'ai pas participé à leur élaboration. Je ne connais pas leur véracité. Vous n'en avez pas, vous, à la Direction générale des impôts, les statistiques comme ça? On a des statistiques, on a des études, on a mis des comités en place, comme il a dit tout à l'heure. Nous-mêmes, on a participé à la réflexion puisqu'on a instruit la Direction générale des impôts. Selon vos chiffres, la question, parce qu'il a fait... Non, c'est que je vais vous donner... Je vous donne quand même une variation. Je termine la question. Selon vous, les chiffres que vous avez, selon les études que la Direction générale des impôts a fait, est-ce que les statistiques collent avec ce que M. Traoré dit ou bien est-ce que c'est un mensonge? Je ne peux pas qualifier ces statistiques. Je n'ose même pas. C'est que je veux dire... Vous n'avez pas ici vos statistiques? Nous, on ne calcule pas de cette manière. Nous, on prend tout l'UTS, j'ai des cas pratiques, je suis le cas pratique. Je vous dis que chez moi, si on applique l'UTS, aujourd'hui, j'ai une variation de moins de 2000, 3000. Donc, quand même, je suis un cadre A. Et la grande majorité des cadres A qui ont 15 ans de fonction comme moi, normalement sont dans la même fourchette. On part de fourchette en fourchette. Mais je ne suis qui pour m'asseoir sur un plateau, sur des statistiques qui me sont exhibées pour contester. Je vous dis que je suis là en tant que technicienne. Non. La variation va se sentir, mais je n'ose pas contester ces chiffres. Guy-Olivier Ouedraogo, je rappelle que vous êtes syndicaliste, mais vous êtes d'accord avec la mesure d'extension de l'IUTS sur les primes et indemnités dans la fonction publique. Je précise à nos téléspectateurs que le nœud du problème, c'est que le gouvernement veut étendre l'IUTS sur les primes et indemnités des agents de la fonction publique. Certaines organisations syndicales, les plus nombreuses d'ailleurs, estiment que c'est une manière de diminuer le salaire des agents de la fonction publique. Nous sommes donc en pleine démonstration. Vous venez de voir et d'entendre les statistiques de M. Traoré, c'est ça? Guy-Olivier Ouedraogo, vous qui êtes d'accord avec la mesure d'extension, comment est-ce que vous analysez ces statistiques-là qui démontrent qu'avec cette application, les agents de la fonction publique vont avoir les salaires qui vont diminuer en général? Qui ne m'engage pas du tout. Ce dont je peux parler, ce sont nos propositions à nous. Parce qu'effectivement, nous aussi, nous avons fait des approches après avoir participé aux travaux du comité et qui nous a amené à faire des propositions. Et aussi, ce qui nous a été dit par celui qui était des impôts, j'ai bien parlé du camarade Kirakoya. Le premier risque qui nous avait fait ressortir était le fait que, en supprimant l'UTS sur les indemnités et primes, au niveau du privé, ça allait être une invite à ce que tout un chacun ramène son salaire au niveau des indemnités et cela aurait fait une perte sèche pour l'État. Nous allons, Monsieur Guy-Olivier Ouedraogo. Non, laissez-moi. Attendez. Oui, vous allez faire votre raisonnement. Nous allons y arriver. Voilà. On va arriver sur l'impact de l'IUTS sur le pouvoir d'achat, sur les recettes fiscales. Ce que je demande, vous avez entendu cette démonstration. Vous qui êtes d'accord avec cette mesure d'extension, est-ce que vous êtes d'accord quand il dit, lui, que cette mesure, si elle est appliquée, elle va avoir l'impact de la diminution des salaires des agents de la fonction publique? Est-ce que selon vos études, quel constat vous faites? Quel impact est-ce que ça peut avoir? Selon nous, nos propositions, l'impact sera bien pour les travailleurs. Parce que aussi simple que ça va résoudre un problème de double injustice sociale. D'abord, la première injustice qui a été relevée, à savoir que ceux du privé payaient et ceux du public ne payaient pas. Je parle de l'impact sur le salaire des travailleurs de la fonction publique. Oui, c'est ce que je vous dis. Selon nous, notre calcul, les travailleurs de B, C, D, selon nos propositions, ne payaient pratiquement rien. Ça, selon vos calculs, pas vos propositions. Attendez. Voilà. Oh non, attendez. Selon vos calculs ou selon vos propositions? Selon nos propositions, nous avons proposé. Demandez-moi quelles sont nos propositions. Non. Nous avons proposé une exonération de 100 000 Monsieur Guy-Olivier Ouedraogo. Oui. Non, on n'est pas aux propositions. Nous sommes maintenant à la loi telle qu'elle maintenant. Je vais vous répondre. Vos propositions, on va y arriver. Non, je vais vous répondre sur la loi. Voilà. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de calculer ce qui se fait. Parce que vous dites qu'il y a des avantages. Non seulement la direction allez-y. Et
et le camarade Staïd qui vient de parler ne s'entendent pas. D'abord, le fait qu'on prenne toutes les indemnités, en dehors de l'indemnité de logement et l'indemnité de résidence, pour les mettre à l'intérieur de l'indemnité de fonction et de faire le calcul, voilà, ça fait qu'il y a déjà un problème à ce niveau. Donc nous ne sommes pas d'accord, nous ne voyons pas la chose de cette manière. La question que moi je vous pose, M. Guy-Olivier Ouedraogo, vous dites que la mesure telle qu'elle, quand elle est appliquée, elle est bénéfique aux agents, aux travailleurs de la fonction publique. Comment et pourquoi? Aussi simple que ça. Vous savez très bien que quand nous sommes partis au niveau de la conférence sur l'harmonisation des salaires, j'ai été du comité de suivi après cela. Quand vous regardez au niveau des travailleurs, vous verrez qu'au niveau des salaires, pratiquement certains ont le même salaire, le même niveau de salaire. Et quand vous prenez les indemnités, certains ont un certain montant et d'autres ont des montants plus élevés grâce aux indemnités et leurs primes. OK? Quand on enlève effectivement les indemnités et les primes et qu'on paie uniquement sur les salaires, les gars paient les mêmes montants. Alors qu'en matière de revenus, ils n'ont pas du tout les mêmes revenus. Et selon nos calculs, c'est les plus petits qui payaient. Nous avons fait des calculs, nous voyons que les plus petits au niveau de la fonction publique contribuaient à 7% de leurs revenus et les plus grands au niveau de la fonction publique contribuaient à 3% de leurs revenus. Et voilà pourquoi nous, la réforme devait effectivement inverser cette tendance. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez des gens qui ont des salaires, je prends un exemple de 50 000, 50 000. 6 millions, vous dites, chacun paie 5 000 francs sur son salaire. L'autre a des indemnités cumulées de 25 000. OK? Et l'autre a des indemnités et ses primes réunies qui vont peut-être à 60 000. OK? On paie 5 000 sur un truc de 55 000 et l'autre paie sur 5 000 sur 110 000. Voilà. Donc, nous avons regardé au niveau effectivement des indemnités, au niveau de la fonction publique, les écarts sont tels que c'était les petits qui en réalité contribuaient sur le total de leurs revenus, plus que ceux qui gagnaient plus. Donc c'est dire que quelque part, il y a une injustice qui a été corrigée. La question que je pose, est-ce qu'avec cette nouvelle mesure, les petits dont vous parlez vont avoir les ITS qui va diminuer? Vous savez très bien que si on impose la totalité du revenu, n'a rien à voir avec ce qu'on imposait avant. Si j'ai le même salaire que Yamouro a plus d'indemnités que moi, on impose uniquement les salaires, eh bien, vous êtes sûr et certain que je paie le même montant que Yamouro et Yamouro gagne des revenus plus que moi. Et ce qui est un risque au niveau du privé. Et c'est ce qu'à l'époque, le camarade Staïd nous a conseillé. Rien n'empêchait chaque cadre dans un privé de se mettre 50 000 francs de salaire et de mettre pour son agent 50 000 francs d'indemnité et lui-même 200 000 à 300 000 francs d'indemnité. Et les deux paient exactement le même UTS. Oui, mais François je Dessalles. suis aussi contre ce que la DGI est en train de faire comme tripatouillage et tout ce qui s'ensuit, mais ça je reviendrai après. François Dessalles. Je voudrais clarifier quelque chose. Vous avez très bien dit, l'objet de nos échanges ce soir-là, c'est sur la question de l'UTS. Il faut que l'ensemble des populations comprennent pourquoi il se trouve des syndicats qui se battent pour dire que le gouvernement est en train d'opérer une diminution de salaire. La question là est claire. Si la mesure passe en fin janvier, il y a diminution de salaire au niveau des agents publics de l'État. Et le camarade Guy-Olivier le sait très bien. Je ne reviens pas sur la question de remise à plat. On va revenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Mais je suis parfaitement d'accord. Okay, je sais que ce n'est pas mon idée à moi. Oui. Ce que j'ai proposé, ce pour lequel je me bats jusqu'à présent, parce que je ne crois pas que j'ai désarmé, c'est effectivement que les agents ne puissent pas subir ce que lui dit.
D'accord. Et si nous n'étions pas à ces montants, on va revenir avec vos propositions. Vous avez fait des propositions, on va revenir avec vos propositions. Je poursuis clairement pour rassurer madame. Donc, tout le monde est d'accord. Vous êtes sur le plateau. J'ai fini. Oui. Donc, tout le monde est d'accord autour de cette table, peut-être pas madame, que la mesure telle qu'elle est, si elle est appliquée, elle va causer une diminution des salaires des agents de la fonction publique. Tout le monde est d'accord. C'est clair. D'accord. Continuez votre développement. Je voudrais dire, pour la question de remise à plat, je ne rentre pas dedans, parce que ça c'est un folklore pour moi. La question des débats qui ont eu lieu et pour la remise à plat dans ce pays-là. Et je voudrais rappeler également que le comité dont il est question, qui a été mis en place de façon bipartite entre le gouvernement et l'unité d'action syndicale, n'a pas fini ses travaux. C'est un comité qui est bien dirigé, je rappelle, par Magloire Sommet, professeur d'université. Il fera partie de ceux dont la diminution de salaire sera élevée si la mesure passe en fin janvier. Mais je dis, le caractère un peu pas sérieux de notre régime-là, c'est bien évidemment ça. Vous mettez un comité de réflexion en place. Le comité ne finit pas son travail, contrairement à ce que le camarade Olivier dit. Aucun comité de l'unité d'action syndicale n'a déposé un rapport devant le gouvernement. Pendant que le gouvernement discute avec le mouvement syndical, il fait adopter sa loi à l'Assemblée. Et vous prenez les travailleurs et comme des plaisantins. Vous parlez de la loi sur le code général des impôts. impôts. Oui, naturellement. Et la loi sur laquelle les gens auront la diminution de salaire en fin janvier. Oui. Je voulais dire ça. Grégoire Traoré. Oui. Voilà, une petite précision. Et c'est vrai qu'il a dit que, voilà, c'est vrai qu'avant même que la loi ne parte à l'Assemblée, le comité n'avait pas fini. Mais après, le gouvernement a concocté un comité dans le noir là-bas, qui a signé un PV qui nous engage. C'est quoi un comité dans le noir? Ils ont le comité qui a été mis en place, en temps, et les travaux n'avançaient pas. Alors, une partie, c'est-à-dire qu'au niveau du collectif CITB, nous avons demandé à nos représentants de dire au gouvernement d'envoyer leurs propositions de façon officielle au mouvement syndical. Avant que les propositions ne viennent de façon officielle, parce que quand on envoie un comité, ce n'est pas pour aller prendre une décision. Donc, il y a un certain groupe de personnes qui se sont réunis, que eux, ils sont d'accord avec les résultats, ils ont signé, voilà, ils ont signé ça. Un certain groupe de personnes, composé de qui et qui? Composé des indépendants et libres. Voilà. Donc, ça c'est... Composé de M. Olivier Ouedraogo. Voilà. Il faut être précis. Oui, ce que je veux dire aussi, il n'a qu'à arrêter d'utiliser le nom de Kirakoya ici. C'est le scénario qui est là. Nous avons fait la relève pour Kirakoya. Kirakoya, c'est un technicien des impôts. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les techniciens des impôts au niveau du mouvement syndical. Donc, il ne faut pas parler au dos des gens. Donc, si Kirakoya était en face de lui ici, il aurait dû le répondre. Donc, c'est pour dire que c'est les techniciens au niveau du mouvement syndical. Voilà, il y a des gens qui étaient là, mais ils ne l'ont jamais conseillé. Kirakoya ne l'a jamais conseillé de venir soutenir l'extension de l'UTS là, au niveau du public. Kirakoya l'avait soutenu pour qu'on revendique la suppression de l'UTS sur les primes au niveau du privé. Donc il faut clarifier ça. L'autre aspect que je voulais ajouter également, il faut signaler que, en ce qui concerne, il dit également la contradiction qu'il dit. Il dit qu'ils ont fait la proposition pour frapper ceux qui ont les plus gros revenus. Tout à fait. Mais c'est appliqué aujourd'hui, là, on vient de le montrer. C'est les plus petits qui seront frappés. Puisque dans la fonction publique, ceux qui ont des avantages en nature, ceux qui ont des V8, ceux qui ont des villas ministérielles, la loi dit qu'ils sont exonérés. Qui va se porter au finish? Vous voyez? Donc la proposition qui a été faite là, ce qui doit être appliqué, ce n'est pas pour soulager les plus petits. Au contraire, c'est les plus petits qui doivent payer. Et je dis encore, au niveau de la fonction publique, plus de 90% des agents publics là sont des petits. Ce n'est pas des grands. Non. Ensuite, quand on prend au niveau du privé lui-même, la proposition qui est faite là, on vous a bien dit que c'est de 0 à 500 000 francs, les plus petits n'auront aucune diminution. Donc, je pense qu'il ne faut pas amuser la galerie. Voilà. Les gens ont bien dit, on a fait des propositions, et vous avez vu, le DG lui-même, il était le 3 janvier, la direction générale a mobilisé tous ses cadres pour aller devant. Je pense qu'il y a certains qui étaient ici avec vous. Ils vous ont dit, pour calculer l'UTS, il faut 10 étapes.
Oui. Aujourd'hui, on constate encore, c'est les mêmes manœuvres. Les gens ont des chiffres, on dit de communiquer. Comme ils ne peuvent pas dire officiellement aux gens, voilà combien de francs les gens doivent payer. Malgré que vous avez pris des notes signées, on nous tourne encore en rond. Et puis je termine en disant qu'il n'y a pas 1000 manières de calculer l'UTS. Tu prends 10 bons techniciens des rangs différents et vous trouverez les mêmes résultats. Il n'y a pas un résultat différent. Donc c'est très important. Là on parle de l'impact de l'UTS sur le pouvoir d'achat, sur les salaires des agents de la fonction publique quand cet impôt sera appliqué sur les primes et indemnités. Alors, on va prendre les catégories de ces travailleurs. C'est plusieurs fois revenu. On parle des ministres, des gouverneurs, des hauts commissaires, des députés, des présidents d'institutions. Comment est-ce que l'UTS est appliqué sur leurs revenus? On passe à Mme Kouda d'abord et puis on revient. On va revenir. Dieu le Drago, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le temps de vous défendre. Mme Kouda. Depuis le début, j'ai expliqué le mécanisme de l'UTS. On dit que c'est un impôt qui frappe le revenu des travailleurs. Le ministre, tout ce que vous avez cité, sont des travailleurs. Et les primes et indemnités sont frappées aussi? 2017, les primes et les indemnités sont frappées d'UTS, que vous soyez ministre ou agent lambda. Ah non, mais là également, vous rappelez à l'intention de l'opinion qui nous suit que les ministres, actuellement, sont les meilleurs à ne pas respecter la loi. Pourquoi? Naturellement, il y a un décret qui organise les salaires des ministres. Qui applique ça dans votre gouvernement? Elle est au niveau des impôts, elle connaît. C'est pas appliqué. Les premiers à ne pas respecter la loi, c'est bel et bien les ministres. Vous parlez de quoi au juste? Merci. Je vais... Oui. Ok. Voilà. Il y a un décret, le décret 2008, sur les rémunérations des ministres, des membres du gouvernement. Il y a un décret qui est là, qui dit que lorsque vous êtes... je vous sors les éléments. Le décret dit, le décret 2018 et 2008-891, presse PM, MEF, dit que les rémunérations du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement sont fixées comme il suit. 1 155 000 francs CFA en brut. L'article 2 précise que la rémunération s'applique uniformément à toutes les hautes personnalités occupant les mêmes fonctions, quelle que soit leur provenance professionnelle et le niveau de leur rémunération antérieure. Actuellement, au niveau du gouvernement, pour ne pas dire presque tous les ministres, à la majorité, ils ne respectent pas ces décrets-là. Vous avez vu les contrats, certains ont signé des contrats avec le gouvernement. Donc, ça veut dire qu'ils ont rehaussé les rémunérations. Donc, si on rehausse la rémunération, même si on vient appliquer l'UTS en disant que les primes sont imposées, ça veut dire que ça ne les impacte pas, puisqu'ils ne prennent pas une rémunération légale. À cela, on a ajouté aussi le fait qu'eux, ils sont logés, ils ont des véhicules V8 qui ne seront pas imposés. Je vous ai dit que quand il n'est pas logé et qu'on te verse une indemnité compensatrice, on va imposer. Donc celui qui est logé, lui, ne sera pas imposé. Mais moi qui prends l'indemnité, on impose ça. Donc c'est pour vous dire que ça ne sera pas appliqué de la même manière. Vous êtes en train de dire que les ministres, les gouverneurs, les hauts commissaires qui sont logés ne sont pas touchés par l'UTS, les primes et indemnités. De toute façon, ça ne les concerne pas. C'est exonéré par la loi. C'est exonéré par la loi. Oui. Voilà. Donc c'est important qu'on le situe parce que nos téléspectateurs sur notre page Facebook ont plusieurs fois posé la question. Il fallait qu'on vous pose la question pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que tous ces grands commis de l'État qui sont logés, qui ont des voitures de fonction, la loi dit qu'ils sont exonérés. Les indemnités en nature, les avantages en nature au niveau du public, la loi a prévu bien avant 2017 que c'est exonéré d'imposition. Je termine. Quand, après, Dieu le Drago, après ça sera à vous. Je pense que si la directrice veut clarifier les choses auprès des téléspectateurs, elle pourrait ajouter sur les différents calculs qu'ils ont eu à faire. Si on impacte l'UTS sur les primes et indemnités au niveau du public, ils sont entre 20 à 40 milliards à recouvrer par an. Mais là également, nous avons dit à l'administration, au gouvernement, c'est vrai qu'elle refuse de prendre la casquette du gouvernement, mais c'est bel et bien ça. C'est le gouvernement et ses alliés
Et c'est leur position qu'ils défendent. Il faudrait que vous corrigez ça. Maintenant, je n'ai pas dit que je n'ai pas la casquette. Venant de l'administration fiscale, les 20 à 40... J'ai dit que la politique fiscale... Non, j'ai dit bien, il faut qu'on restitue. Oui. La politique fiscale, je ne commente pas. Je suis instruite en tant que technicien pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. C'est clair. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je ne représente pas le gouvernement. J'ai dit de l'administration publique. Donc je suis du gouvernement, mais je ne suis pas ici pour parler en tant que politicien MPP. Je suis là en tant que me demander l'impôt, c'est quoi? Je dis ce que c'est. Merci madame, vous me rassurez. Donc je dis, et tout au plus, ce que le gouvernement envisage, c'est de ponctionner 40 milliards par an dans les petits maigres salaires des travailleurs du public. Alors, pourtant, nous avons donné des indications claires au gouvernement, là où il peut trouver véritablement les ressources dans ce pays. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand on parle de remise à plat, la conférence nationale qui a été organisée, nous avons bel et bien proposé à l'État d'organiser une rencontre qui va analyser la question des ressources de notre pays. Alors, ça tombe bien, on va progresser parce que nous allons vers la fin de cette émission. Le gouvernement, en prenant cette décision, a parlé de justice fiscale parce que les agents du privé étaient imposables alors que ceux de la fonction publique n'étaient pas imposables, bien sûr, en ce qui concerne les primes et indemnités et en ce qui concerne l'IUTS. Alors, le gouvernement, en prenant cette décision, parle de justice fiscale parce que ce n'est pas normal que des travailleurs qui vivent dans le même pays, qui vivent dans les mêmes conditions, puissent être traités aussi différemment. Madame Kouda, n'est-ce pas? Vous avez tout dit. Oui. Non, pardon. Dieu Ouedraogo, il y a longtemps que je ne vous ai pas laissé parler, désolé. On va venir tout à l'heure, on va laisser parler d'abord. Allez-y, vous avez parfaitement raison. Allez-y. Parce que d'abord, je disais bien que, bon, dans les débats, certaines ressortent effectivement leurs propositions, à savoir la suppression. Je l'ai dit aussi et je l'ai répété pour effectivement éviter ces aléas. Si nous, nos propositions que nous avons faites, ces aléas n'allaient pas exister. En réalité, la majorité des agents seraient pratiquement exonérés. Quelles sont vos propositions? Nous avons dit aussi simplement que ça, l'indemnité de logement doit être exonérée jusqu'à 100 000, l'indemnité de fonction jusqu'à 60 000, l'indemnité de transport jusqu'à 50 000. Et tout le monde, écoutez, et tout le monde en tant que tel doit payer l'impôt. Que tu sois ministre, que tu sois ceci, cela, il n'est pas question. Et cela répond effectivement à une question de justice sociale qui effectivement est aussi un des piliers de la justice sociale. Je vous ai dit que dans le système actuel, nous qui sommes du privé et du parapublic, nous payons. Ceux qui sont effectivement du public ne paient pas. Et dans le public, il y a aussi une injustice qui fait que quand on regarde au niveau effectivement des indemnités et liées au salaire, on se rend compte que ce sont ceux de la catégorie C, D et B qui contribuent pratiquement à 7% de la totalité de leurs revenus et certaines catégories qui sont supérieures contribuent à peu près à 3% de leurs revenus. Donc, il y avait quand même une correction à faire. Et je termine au niveau du comité. Il n'y a pas eu 1000 comités. C'est le comité qui a été mis en 2016, tout juste après les négociations de 2015 qui ont poursuivi les travaux. Parce qu'en 2016, effectivement, bon, nous avons eu des échanges et, comme il le dit ici, et lui, il est venu après, bien après. Parce qu'effectivement, nous étions en train de discuter avec, il se rappelle des circonstances dans lesquelles je l'ai connu. Voilà. Ils sont venus bien après, au niveau de l'UAS pour débattre de la question. Et c'est suite à cela que nous sommes allés en 2017 à la rencontre gouvernement-syndicat. Et tandis qu'on était à la rencontre gouvernement-syndicat, ils ont pris effectivement la loi des finances, où à l'époque, c'était avec l'ancien principe. Et nous avons débrayé en son temps. Nous avons quitté la table. Et nous avons demandé au gouvernement, effectivement, de clarifier sa position sur l'IUTS. Si vous suivez les termes à la sortie des rencontres gouvernement-syndicat, on demande au gouvernement de clarifier sa position. Et en 2017, on nous a renvoyé encore à une commission. Et c'est la même commission qui n'a pas travaillé, pratiquement. Nous n'avons pas réclamé. Le gouvernement aussi n'a absolument rien fait.
Et nous avons débouché en 2019 où nous avons encore posé comme préalable et la clarification. Et c'est ce même comité qui a été mis en place. Alors, pour les raisons des retraits de certaines personnes, ça, chacun. Je rappelle, Guy-Olivier Ouedraogo, que vous êtes au secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, que vous êtes le porte-parole de la coalition des syndicats libres et indépendants du Burkina. Vous avez dit que vous êtes d'accord pour l'extension de l'UTS sur les primes et indemnités des agents de la fonction publique, mais vous voulez que la mesure soit améliorée. Est-ce que vous pouvez rappeler les améliorations que vous avez proposées? Comme je l'ai dit, l'indemnité de logement à 100 000, l'indemnité de fonction à 60 000 et l'indemnité de transport à 50 000. Pour les primes, 200 000, c'est contenu dans tous les journaux et que tout le monde paie effectivement. Avec ces mesures, ça pourra être davantage bénéfique pour les travailleurs de la fonction publique. Mais vous faites un simple calcul. Vous voyez en réalité, ce qu'on ne comprend pas ici quand nous discutons, effectivement quand on nous dit que quand on rehausse, ça n'arrange pas les uns et les autres, mais quand on supprime totalement, vous vous rendez compte que ce sont les petits que ça va pénaliser. Alors, c'est une bonne transition parce que la CGTB et les organisations syndicales qui sont avec, elles proposent, pour qu'il y ait justice fiscale, contrairement à la mesure du gouvernement, qu'au contraire, l'IUTS sur les primes et indemnités dans le secteur privé soit supprimé. C'est ce que vous proposez. Je finis. Madame, vous qui êtes là et qui êtes technicienne pour la Direction générale des impôts, si l'IUTS sur les primes et indemnités sur les travailleurs du secteur privé est supprimé, combien l'État perd en termes de recettes fiscales? En termes de recettes fiscales, je ne pourrais pas vous donner un montant exact. Globalement, globalement je ne pourrais même pas vous donner un chiffre. Mais comme vous savez, de la manière dont on dit qu'il y aura une hausse liée à une imposition, de cette même manière, il y aura la baisse des recettes liées à la non-imposition des indemnités, cela va de soi. Donc les recettes fiscales vont diminuer, les investissements aussi dans les secteurs sociaux économiques vont être impactés. C'est cela. Alors, je veux pas dire sur votre synthèse que vous avez eu à faire en termes d'équité. Parce que il y a la confusion, et effectivement, quand on parle des questions d'équité, au niveau, jusqu'à la dernière minute, tous les documents officiels montrent que l'unité d'action syndicale a revendiqué auprès du gouvernement la suppression de l'UTS sur les primes et indemnités au privé. Et nous sommes toujours sur cette base-là. Nous allons nous battre pour que l'imposition sur les primes et indemnités au niveau du privé soit. Le problème, c'est que si on les supprime, l'État perd beaucoup de recettes. Oui, mais on a montré à l'État où il peut aller trouver les ressources. Et les pistes sont nombreuses. S'il vous plaît. Voilà. Sur la question d'équité, vous avez dit, je vous rappelle les propos du Premier ministre qui vient d'arriver à sa prise de fonction. Il disait Joseph Dabiré. Voilà, Joseph Dabiré. Il disait qu'il est évident, si nous voulons aller loin, comme vous avez l'habitude de dire, le poisson pourrit par la tête. Il faudra qu'au niveau du gouvernement, nous prenions des dispositions pour réduire les trains de vie de l'État. C'est un engagement que le président a pris lorsqu'il a prononcé son discours. Nous y travaillons et très rapidement, un séminaire gouvernemental va se pencher sur un certain nombre de mesures à prendre pour réduire les trains de vie de l'État et engager le dialogue social avec les partenaires sociaux dans les différents départements ministériels. Aujourd'hui, après, nous sommes à combien de mois aujourd'hui? Est-ce que les mesures sont prises? Sur l'équité, au niveau de la Direction générale des impôts, au 31 décembre 2016, il y avait 600 milliards que les contribuables devaient au niveau de la DGI. Aujourd'hui, malgré la manipulation des chiffres, nous sommes encore à 400 milliards. Donc, près de 80% des 400 milliards est dû par les grandes entreprises. Le président de l'Assemblée nationale, lors de la clôture de la session, a demandé la liste de ces gens. Lui-même, il connaît ça. Si on continue, les chèques impayés, les gens qui ont émis des chèques sans provision, aujourd'hui, c'était une centaine de milliards. Il y a encore près d'une soixantaine de milliards non recouvrés. Ils sont bien connus. Si on continue également, comme on parle d'équité, à Ouagadougou, il y a combien de célibataires? Il y a combien d'immeubles bâtis? En principe, l'UTS ne devait pas être le 3e impôt rentable. Il devait être même au 10e rang. L'impôt foncier, l'impôt sur les revenus fonciers des bâtiments, là, si on fait le point, l'UTS devait être loin.
en arrière. Si on continue, les sociétés minières, les exonérations qui sont accordées, ils ont fait la dépense fiscale. Ça veut dire la dépense fiscale, c'est les exonérations qui sont accordées aux entreprises. C'est près de 60 milliards. Ensuite, pire encore, les hauts dignitaires ont pris des prêts au niveau de l'État. Et la Cour des comptes vient de faire encore les rapports. Il y a encore 40 milliards qui n'est pas payé. Des gens qui ont pris des dettes pour payer des véhicules, pour aller battre campagne. Ils n'ont pas remboursé. À l'Assemblée, il y a des députés qui siègent là-bas. Il y a leur nom sur la liste. Ils doivent toujours. Si on veut l'équité fiscale là, les trésors doivent prendre les mesures pour couper les émoluments pour remboursement. Et la liste est longue. La fraude douanière, si on continue. Les redressements fiscaux, la directive est là. On a vu en 2017, ou bien c'était courant 2017, un rapport qui est ressorti où on a vu un redressement de près d'une vingtaine de milliards qui a été cassé pratiquement à quelques millions. C'est dans les journaux. Je pense qu'il faut qu'on prenne les travailleurs au sérieux. Et comme il a dit, la question de l'impôt, c'est une question de rapport de force. C'est une question politique. C'est les politiques qui prennent ces décisions. Maintenant, les travailleurs, ils doivent se donner le rapport de force pour conditionner le poids de l'impôt qui est en face. Voilà pourquoi nous, on ne se fait pas d'illusions. Il y a des syndicats qui disent qu'ils sont des syndicats de développement, des syndicats d'accompagnement. Nous sommes des syndicats d'accompagnement des intérêts des travailleurs et non pas des syndicats d'accompagnement d'un gouvernement pour continuer encore à pressurer les travailleurs. Voilà pourquoi cette affaire d'UTS, c'est une question de rapport de force. Le gouvernement a dit qu'il va appliquer. Le mouvement syndical dit qu'il n'acceptera pas qu'on diminue 5 francs sur les salaires des travailleurs. Et ça, c'est la mobilisation sociale qui va faire la différence. Et non pas des débats techniques qui peuvent, en tout cas, résoudre cette question. Donc c'est important qu'on puisse le préciser. Donc pour vous, la justice fiscale, c'est de supprimer l'UTS sur les primes et indemnités et des travailleurs. Et de chercher les recettes où on peut les recouvrer. C'est-à-dire que les recettes que l'État paie, comment on fait pour les retrouver à travers partir de ce que vous avez dressé comme liste? Voilà, ça on n'est pas rentré dans la dépense. Si on rentre dans la dépense, vous avez également vu le minimum qui est également recouvré là. À l'Assemblée, le budget a été doublé quand, de 8 milliards à 20 milliards. Quand on a dénoncé, ils ont dit non, que les 4 milliards en 2019 là, c'était pour construire les sièges de l'Assemblée. On a posé la question, jusqu'à ce jour-là, est-ce qu'on a déposé la première pierre au niveau de la construction du siège de l'Assemblée nationale? Le même budget d'une vingtaine de milliards encore a été reconduit. On peut convaincre les travailleurs que dans ces contextes-là, c'est le manque de recettes qui fait qu'on doit venir et diminuer encore les salaires. Voilà. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement syndical est resté ferme sur sa position. Alors, vous avez dit que le mouvement syndical restera mobilisé sur cette question, la question que je vous pose maintenant. La mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Normalement, en fin janvier, la mesure doit être appliquée. Si la mesure est appliquée, qu'est-ce que l'UAS va décider de faire? Est-ce que vous allez lancer une grève générale dans l'administration publique? Vous allez faire des marches, des sit-ins? Qu'est-ce que vous comptez faire pour parler comme vous, amener l'État à abdiquer? Je voudrais profiter... Rapidement, on est en train de finir. Oui, pour féliciter et d'ailleurs un certain nombre d'organisations syndicales, et bien évidemment qui viennent de la coalition du camarade Guy Olivier ici, qui ont compris la nécessité et la justesse de l'option prise par le collectif syndical CGTB et qui ont fait marche arrière. Et bien évidemment, ça nous met ensemble et ça permet de dire aux travailleurs qu'il faut qu'on se solidarise, que ce soit du public, du privé, du parapublic. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener si la mesure est réellement appliquée fin janvier? Non, je pense que la question là est dans les mains du gouvernement et puis de ses alliés. Non, vous, qu'est-ce que vous comptez faire? La réaction là sera directe, liée sur le terrain par les travailleurs eux-mêmes. Quelle réaction? Vous savez que c'est nous ce qui nous réjouit. La rémunération, c'est une question personnelle. Moi, je vois pas pourquoi quelqu'un va se lever pour aller dire que lui, il veut qu'on diminue le salaire de quelqu'un. Oui, donc ça veut dire que ça va impacter directement les gens. Réaction. Ça va impacter directement les gens. Est-ce que votre réaction peut aller jusqu'à une grève générale dans l'administration publique? C'est le travailleur qui appréciera. C'est les salaires des gens qui seront diminués. On se réunira, on fera le point et la base décidera. Ce n'est pas des secrétaires généraux qui décident. C'est en fonction de la réaction des travailleurs. D'accord, on est en train de finir. Et on va finir par répondre à cette question que nous avons posée au début de l'émission. Application de l'IUTS sur les primes et indemnités des agents de la fonction publique. Qui perd? Qui gagne? Madame, vous répondez à la question. On va faire le tour de table et puis on finit. Okay. Qui perd? Qui gagne? C'est une question un peu provocatrice, mais on finit.
Ben, j'aime bien les provocations. Ça dit que moi, quand je regarde, moi je pense tout le temps trésorerie de l'État. Hein, et je pense équité dans les deux sens, tout le monde est gagnant-gagnant. Donc l'État gagne, les travailleurs gagnent. Vous êtes vraiment une technicienne. Non, mais je pense qu'avant tout, j'ai été citoyen, je suis citoyen, travailleur et puis je suis syndicaliste. Donc, regardez aussi comment avance mon pays, qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Vraiment, c'est quelque chose de normal. Et jusqu'à demain, je le revendique. Et je pense que c'est le développement qui conditionne effectivement aussi nos conditions de vie. Quand on dit qu'on s'en fout du développement, ce sont des syndicats qui regardent le développement. J'en suis fier de regarder le développement de mon pays. Pour ce qui est effectivement de l'UTS, nous restons effectivement sur notre position pour qu'effectivement il y ait la justice sociale. Nous nous mobilisons autour des valeurs qui sont les valeurs de la démocratie, qui sont les valeurs de la justice sociale, de la protection de notre économie, nous l'avons dit, et de la protection des plus faibles. Donc ce sont des valeurs qui vont toujours guider notre comportement. Quant à ce que le gouvernement gagne, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est la justice sociale qui nous intéresse le plus, parce que je ne serai jamais d'accord que deux personnes qui gagnent 50 000 comme salaire, la démonstration c'est terminé. Non, la démonstration c'est fini. François Dessal Yameogo. Je pense que si la mesure est appliquée en fin janvier, c'est toute la nation burkinabé qui va perdre. Parce que les travailleurs du public et du privé ne vont pas admettre cela. Grégoire Taoré. Ok, je pense que si c'est appliqué, en tout cas, il y aura une perte. Parce que les travailleurs ne le seront pas faits. Par contre, je pense que nous, au niveau du mouvement syndical, nous proposons des actions concrètes de développement. Quand on se permet d'être salarié, de prendre un salaire dans des sociétés d'État et aller encore au niveau des institutions créées qui ne sont pas utiles, telles que le Haut Conseil, où on se fait encore rémunérer, on ne peut pas nous enseigner des questions de développement. C'est très important. Et nous pensons que l'application risque d'entraîner une perte énorme pour le pays. Vous avez vu les mouvements qui se sont passés. Quand le gouvernement a fait le point, rien qu'au ministère des Finances, ils ont dit que ça a entraîné une perte de 300 milliards. Voilà, c'est pas nous qui le disons. On va terminer sur ces propos, mesdames et messieurs. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez pu comprendre quelque chose parce que les termes étaient très techniques, mais c'est la fiscalité, c'est l'économie, c'est comme cela que ça se passe. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à votre disposition et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Au revoir. Merci bien.